Deux séances en une ce mercredi à l'Assemblée de Province Nord, à Koné. Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu ce matin dans l'hémicycle. Il s'agit d'un préalable obligatoire pour préparer l'élaboration du budget primitif 2025 de la collectivité. Un exercice à mener dans un contexte financier très contraint, conséquence directe de la crise économique qui frappe la Nouvelle-Calédonie après les événements de mai 2024. La collectivité table sur une perte sèche de recettes fiscales de 5,2 milliards de francs. Les indicateurs sont vraiment très inquiétants puisque nous n'avons aucune visibilité ni de la Nouvelle-Calédonie quant aux nouvelles recettes fiscales le cas échéant. Le gouvernement vient d'être réélu, a du mal à se stabiliser encore. Il faut relancer la machine, ce qui n'est pas simple. Il va falloir entamer les réformes nécessaires, ce qui n'est pas encore le cas. Au niveau national, dans l'Hexagone, je ne vous le dis pas non plus, mais la situation est aussi extrêmement compliquée. Donc il y a vraiment un contexte qui est super anxiogène et qui ne laisse pour l'instant envisager aucune embellie financière pour quelques collectivités de la Nouvelle-Calédonie que ce soit. Face aux baisses de recettes, la province Nord va revoir en profondeur ses dépenses, notamment dans l'attente de dotations de l'État. C'est dans son fonds de roulement qu'elle va puiser pour maintenir son budget à l'équilibre. Si d'importantes économies sont prévues, la province Nord entend maintenir ses services essentiels à la population. Nous allons continuer drastiquement, vraiment, à réduire notre masse salariale, d'une part, de manière intelligente, bien évidemment, pour que les agents puissent continuer à exercer des activités de service public. Nous allons réduire le domaine des subventions également. Nous allons faire des contrôles accrus pour tout ce qui relève notamment de l'aide médicale gratuite. Après la présentation du contexte économique et des orientations budgétaires, une deuxième séance s'est tenue pour combler la place laissée vacante par Alcide Ponga. Désormais président du gouvernement, il est remplacé par Vanessa Wakapo au sein du groupe Agissons pour le Nord. Il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on relève les défis et je suis prête à relever les défis. Le contexte et l'année dernière nous a menés dans une situation compliquée, mais j'ai confiance en la population du Nord, en ses élus et dans tous les secteurs d'activité, tous les acteurs de la population du Nord pour relever le défi ensemble. À noter qu'en clôture de séance, les élus ont voté à l'unanimité le passage au 12e provisoire de deux structures qui, faute de subventions, seraient dans l'impossibilité d'honorer leurs charges fixes et obligatoires. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 12 mars pour l'examen du budget primitif 2025 de la province. L'enquête sur les événements du 13 mai sera menée depuis Paris. C'est la décision prise par la chambre judiciaire de la Cour de cassation. Elle dessaisit les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nouméa du dossier. Pour les avocats des 8 militants indépendantistes à l'origine de cette demande, les circonstances du pays ne permettent pas un traitement local de l'affaire. On a tous été touchés d'une manière ou d'une autre par les événements du 13 mai. C'est une demande que nous, on avait portée parce qu'on considérait que dans ce dossier, toute personne qui le traite et le gère, c'est pas possible de pouvoir rendre une décision et de porter la justice sereinement, que la justice puisse passer de manière sereine dans ce contexte local. Donc il est aussi nécessaire que des sections plus spécialisées puissent trancher, que des juges d'instruction qui ont des moyens d'investigation, qui vont pouvoir faire toutes les recherches utiles et avoir une appréciation du dossier qui soit avec le plus de recul possible. Donc oui, c'est une décision qui nous satisfait et qui va dans le bon sens, en tout cas pour que tous les actes d'instruction soient faits, se poursuivent et démontrer rapidement les éléments qu'il peut ou non y avoir dans le dossier. Pour rappel, le lendemain de l'adoption du projet de dégel du corps électoral le 13 mai, de violentes émeutes ont éclaté. Quelques jours après, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Nouméa pour association de malfaiteurs, complicité de tentative de meurtre ou encore violence en bande organisée, donnant lieu à l'interpellation de 13 membres de la CCAT. La situation économique de la Nouvelle-Calédonie est au plus mal. Si le gouvernement et les provinces ont déjà réduit la voilure, les communes aussi se mettent en rang de marche pour ce début d'année. En province nord, la commune de Yingen n'a toujours pas lancé les inscriptions au transport scolaire et pour cause, le manque de moyens les oblige à revoir leur tarification.
Le transport et la cantine étant des services gérés par la caisse des écoles, celle-ci n'a toujours pas de visibilité sur les dotations communales qu'elle pourrait percevoir. En conséquence, les élus doivent évaluer la part que les parents devront désormais supporter. Par rapport à la situation qu'on traverse, difficilement, là, je dis la priorité pour le conseil municipal, c'est un peu ça, de maintenir le transport scolaire et surtout les repas. C'est ce qu'on va demander aux parents, c'est de beaucoup participer. Par exemple, au niveau transport, il y aura une augmentation. Plus de 25% de ce que nous on a toujours demandé les autres années. Et puis voilà, on va dire 25%, 50%. La participation des parents pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Au nord-ouest, la commune de Vaud a subi 2 vagues de crise économique. Une première après la fermeture de l'usine de Cognambo Nickel, principal pourvoyeur d'emplois dans la zone VKP, puis par celle qui a concerné tout le pays à la suite des événements de mai 2024. Elle a dû également prendre des mesures drastiques, notamment au niveau de son fonctionnement. Depuis le mois d'août, on a pris des mesures, des efforts ont été demandés aux employés de la commune, avec un budget, on a dit à 50% en salaire, en partiel. Et en 5 mois, on a pu dégager un budget pour pouvoir se relancer sur l'année de 2025. Les services, on les maintient. Le transport, on a dit l'enseignement, on le met en avant, on le garde pour nos enfants. L'effort va être fait au niveau de la commune sur l'enseignement. Le transport, la cantine, voilà. C'est les priorités au niveau de la commune pour les 3 mois qui vont venir. Et après, on ne sait pas. Même si la situation reste difficile, à Yingen comme à Vaud, la priorité est mise sur l'accès à l'enseignement pour les enfants de leur commune. Dans le sud, Nouméa, Païta, Mondor et Dimbéa, même constat, les comptes sont au bord du gouffre. Perte de recettes fiscales liées à la crise insurrectionnelle du 13 mai, la situation critique des comptes du gouvernement a un impact sur toutes les communes. Les 33 collectivités communales doivent faire des arbitrages budgétaires draconiens pour maintenir un équilibre financier. Dimbéa n'y échappe pas. Oui, on a trouvé des solutions entre les lignes de trésorerie, entre les aides qui viennent aussi d'autres partenaires financiers tels que l'État de manière mensuelle et aussi le peu de trésorerie que nous verse la Nouvelle-Calédonie. À partir de ça, nous avons privilégié donc le versement des rémunérations tout en ayant quand même une rigueur dans la gestion des ressources humaines, avec des non-renouvellements de postes, avec des recrutements retardés des fois sur certains postes importants, ce qui nous permet de jouer sur de la trésorerie et donc comme ça de permettre de passer mois par mois. Et là, nous avons maintenant une lisibilité jusqu'à la fin du premier trimestre, donc ce qui donne une certitude. Et puis surtout aussi de permettre, avec les derniers versements de la Nouvelle-Calédonie qui ont été tardifs en fin 2024, de pouvoir payer aussi les factures des différentes entreprises qui étaient en retard. Une situation tout aussi inédite pour la commune de Païta, lourdement impactée par les émeutes du 13 mai. Dans cette commune de 25 000 habitants, le coût de la reconstruction est estimé à près de 800 millions de francs. Objectivement, la situation financière et budgétaire de la commune de Païta, avant les émeutes, était sans doute pas florissante, mais elle était extrêmement saine, puisqu'on a toujours eu, dans les années précédentes, le souci d'avoir des budgets mesurés, relativement prudents quant aux estimations de ce qui pouvait nous être reversé. Donc, on était en 2024 dans une situation plutôt saine, avec une vraie capacité d'emprunt. À ce jour, c'est difficilement le cas, c'est quasiment d'ailleurs plus le cas du tout. Donc, sur les 20 dernières années, très clairement, on pourrait remonter plus loin, mais la collectivité commune de Païta ne s'est jamais retrouvée dans une situation telle, avec des arbitrages aussi difficiles pour les élus du conseil municipal. À ce stade, les communes sont toujours dans l'incertitude. En France, le projet de loi de finances 2025 très attendu a déjà été adopté par le Sénat. Demain, il passera en commission mixte paritaire avant d'être examiné par l'Assemblée nationale début février. Voilà, c'est ça les champs de manioc qu'on a plantés. J'ai manioc farine et puis j'ai manioc curry. Voilà. Donc là, on a planté ça, je crois que ça remonte à 4 mois. Sur cette parcelle, Joanne y a planté 2 variétés de manioc,
des tubercules destinés uniquement à la commercialisation. Ici, on est chez le GDPL Némi. Et puis la main-d'œuvre, c'est la tribu qui est à côté, la tribu à Medawer. Donc un petit tonton là qui va venir travailler avec sa petite famille dans la semaine, quoi. On essaye de faire travailler tout le monde. C'est le principe de l'association Manioc, c'est économie circulaire, économie solidaire. Donc tout le monde doit en profiter. Cet ancien employé de la fonction publique reconverti dans l'agriculture a créé, il y a 1 an, l'association des planteurs et transformateurs de manioc de Wawilou, une organisation qui fédère une dizaine de producteurs sur la commune. Objectif, augmenter la production pour répondre au marché. Donc nous, ce qu'on fait, on s'associe avec des petits porteurs de projets dans les GDPL, dans les tribus, et on garantit qu'on rachète 100% de la production à terme de la culture. Et on accompagne aussi pour toute la période de culture du manioc. La casquette de président permet à Yohan d'être le lien entre les producteurs, étape essentielle pour la diffusion des boutures. Exemple chez Joey Louis, agriculteur adhérent de l'association. C'est un manioc blanc aussi, c'est la racine, elle est blanche. J'ai pris ça chez, comment ça s'appelle, les Herlins en bas, les Africains. C'est lui qui m'en a donné, il a dit ça rapporte bien, ça fait un rapport. Autre axe important pour le groupe, la commercialisation. Le réseau mis en place par l'association permet de se concentrer essentiellement sur la production. Il faut être tout le temps sur les parcelles, faire le travail. Du coup là on a quelqu'un pour commercialiser les trucs, du coup ça nous avantage quelque part, quoi. Comme ça nous on n'a pas à courir sur nos mains pour faire le travail de commerce. J'ai fait les lignes, mais je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Il manque encore au moins 150 sur. 150, mais tu vois, une bouture de manioc, elle est comme ça, voilà, avec l'association. Voilà. Mais on peut la couper en 3. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai coupé en 2. 200, on pourrait en avoir 600. Voilà. La transformation du tubercule prend aussi une part belle dans les réflexions. En farine ou en chips, Yohan ne manque pas d'idées. Et pour élargir leur champ d'action, l'association pourrait d'ici quelques mois évoluer en coopérative.